L'hommage à Charles Aznavour, les 60 ans de la Constitution de la Ve République, et puis eh bien l'avenir d'Emmanuel Macron, de la France, du Parti Socialiste. C'est avec Jack Lang, qui est un œil très avisé, qu'on va en parler ce matin, qui est évidemment ancien ministre de la Culture, de l'Éducation nationale, et qui est aujourd'hui président de l'Institut du monde arabe. Jack Lang, bonjour. Bonjour. Merci dans notre studio. Vous arrivez juste là de l'hommage national qui a été rendu à Charles Aznavour dans la Cour des Invalides. Alors précisément, il y a eu des critiques faites par des gens qui sont pas des forts en gueule, on va dire. Hugo Frey, Michel Fugain, qui disent on l'a kidnappé, Charles Aznavour, on l'a pas donné au peuple. C'était pas un hommage national qu'il fallait lui donner, c'est un hommage populaire. Vous êtes d'accord avec ça? Non, mais les deux peuvent se concevoir. Ouais. D'ailleurs, je l'avais dit moi-même il y a quelques jours, qu'il serait souhaitable que l'hommage national et républicain soit accompagné par un événement plus populaire. Comme ici. pour Johnny. Voilà. Bon, c'est possible encore. Hein. Ouais. Cela dit, la cérémonie de ce matin était remarquable. Très beau discours. Magnifique discours du président de la République, d'une qualité, d'une intelligence, d'une sensibilité vraiment touchante. Et tout ce qui était dit sur Charles, sur la culture, sur la France, la langue française, il a dit des choses sur la langue française qui, personnellement, m'ont énormément touché. D'accord. Et je crois ont touché beaucoup de gens. Très beau discours. On vous a vu discuter avec François Hollande. Oui, parce que... Vous avez parlé de politique ou de Charles Aznavour? À parler de Charles surtout parce qu'on était avec un de ses producteurs. D'accord. Très bien. Alors, faut-il passer, Jack Lang, à la 6e République? N'imaginons pas des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Vous avez vu le sondage que le Figaro a publié, oui, j'ai qui vu, est assez étonnant sur le regard des Français sur ce texte. Personnellement, je serais très heureux qu'on puisse passer d'une république ultra-présidentielle à une république parlementaire. Oui. Je professe cela depuis très longtemps. Malheureusement... C'est le professeur de droit constitutionnel qui parle en plus. C'est vrai. Et, mais aussi le citoyen. Ouais. Depuis 1958, je suis très réservé à l'égard de cette Constitution que je trouve beaucoup trop présidentialiste, pas assez respectueuse des contre-pouvoirs. En tout cas... on ne remettra pas en cause l'élection au suffrage universel du président, Oui. parce que les gens auraient le sentiment qu'on les prive d'un droit. Et pourtant, vous avez vu ce qu'ils disent oui, dans c'est un le sondage. Ils disent que c'est la course des petits chevaux, que ça les rend fous. Non, ils ont raison. Ça les rend fous. En même temps, les gens qui s'expriment là ont raison, parce que l'élection présidentielle capte toute l'énergie pendant quelques semaines. Et puis ensuite, c'est une espèce de concours de chevaux, que ça ressemble un peu à une sorte de loto, et surtout, ça coupe la France en deux ou en trois, et ça aboutit parfois à des... Je pense qu'un régime parlementaire avec de vrais contre-pouvoirs, de vraies coalitions, est beaucoup plus sain pour une démocratie. Pourquoi c'est pas possible en France? En tout cas, parce qu'on ne pourra pas remettre en cause l'élection du président. Vous pensez que les Français y seraient Cela hostiles? étant dit, Oui. je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui est très souvent attaqué, le président Sarkozy. Oui. Le président Sarkozy a accompli la plus importante réforme de la Constitution. Il y en a eu une vingtaine en tout, mais Oui, celle-là, c'était en 2008. Hein. Ah oui, celle-là est très importante. Et elle a été adoptée, cette réforme, grâce à vous, il faut le souligner, puisqu'elle est passée à une voix de différence au Congrès, effectivement, et grâce à la voix de Jack Lang. Et j'en suis fier et heureux. D'accord. Et j'ai pu voir de quelle manière le président Sarkozy s'est bagarré, parfois à contre-courant, pour convaincre même ses proches. Et finalement, avec Édouard Balladur, on a pu, et Nicolas Sarkozy, surtout qui a eu la décision finale, renforcer les droits du Parlement. Ouais. Et le point peut-être le plus important, c'est améliorer la protection des droits des citoyens à travers deux innovations. Lesquelles? Le défenseur des droits. Ouais. C'est une Qui est idée M. Jacques Toubon aujourd'hui? c'est une idée que j'avais suggérée en m'inspirant de la Constitution espagnole. Et deuxièmement, la question prioritaire de constitutionnalité qui fait que le Conseil constitutionnel est devenu une sorte de cour constitutionnelle à l'égal d'autres pays européens. Alors, et notre droit, ouais. notre jurisprudence constitutionnelle est enrichie aujourd'hui par les multiples recours que l'on peut faire contre des lois
même voté au XIXe siècle. C'est une cour politique ou une cour de justice, le Conseil constitutionnel? Bon, les nominations sont faites par des personnalités politiques. Président de la République, Sénat et mais Assemblée nationale. finalement, je crois que quand on entre dans une institution comme celle-là, on quitte plus ou moins son appartenance ou ses origines et on finit par se fondre dans un ensemble. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel est une jurisprudence très positive, comporte de très nombreux progrès. Donc, merci à Édouard Balladur, merci à Nicolas Sarkozy qui a eu le courage et l'audace de mener jusqu'au bout la plus importante réforme de nos institutions. Sans ce régime, il faudrait aller plus loin. Sans ce régime, alors on va en parler, sans ce régime de la Ve République, et semi-présidentiel on va dire, le président Macron aurait pu se maintenir dans cet été qui a été un été assez dangereux avec l'affaire Benalla, crise gouvernementale avec le départ de Nicolas Hulot, puis le départ de son ministre de l'Intérieur, M. Collomb. C'était possible? Si on avait été dans un régime parlementaire, le gouvernement serait tombé, non? Je n'en sais rien, ça dépend de la majorité au Parlement, de la coalition. Mais j'ai connu, pardon, vous aussi, puisque vous êtes un observateur de la vie politique, des moments tout aussi difficile pour d'autres présidents. J'ai eu le bonheur d'appartenir à plusieurs gouvernements de François Mitterrand. Il y a des moments terribles où il était devenu extrêmement impopulaire. Rappelez-vous 82, 83 ou 92. Il était devenu l'un des hommes les plus haïs de France. Bon, il faut avancer. Je dirais, il y a des hauts et des bas en politique. Et gommer les aspects monarchiques? Pas dire qu'il était... il assumait pleinement la fonction. Oui, voilà. Il faut introduire une dose de proportionnelle, comme le veut le président de la République actuelle. Oui, mais moi j'ai une position tout à fait radicale que je suis pratiquement le seul à partager. Moi, je suis pour la proportionnelle telle qu'on l'avait établie en 86, avec un coefficient... Intégral alors? Oui, mais avec un coefficient favorisant les partis arrivés en tête, pour favoriser la création d'une majorité. Donc 15%, c'est très insuffisant? C'est minime. C'est minime. La réduction du nombre de parlementaires? Je suis très réservé parce que... avec la suppression du cumul des mandats, mesure heureuse qui a été proposée par François Hollande, les parlementaires n'ont plus beaucoup de points d'appui sur le territoire. Et si un parlementaire demain représente 300 000 habitants, il risque d'être complètement coupé. Et il aura un dilemme à résoudre, soit être en permanence au Parlement, ce qui est quand même son devoir, et du coup se couper de son électorat, soit être en permanence dans son département, mais au risque d'oublier les choix nationaux. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors, Emmanuel Macron, qui a commencé très fort son quinquennat, qui était plutôt très populaire, beaucoup d'attentisme, là, il y a une chute de confiance, de popularité dans les sondages. À quoi vous attribuez ça ? À son comportement, à ses attitudes? Évidemment, comme il l'a dit lui-même, on commet des erreurs, il y a eu certaines maladresses, il y a eu cette triste affaire Benalla, qu'on a monté en épingle quand même. Il y a eu le mois de juillet, c'était absolument effarant, on ne parlait plus que de ça matin, minuit et soir. C'était excessif, comme ça l'est souvent aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le reste. Bien sûr. Bien, c'est vrai qu'il y a eu une succession d'événements qui l'ont mis en difficulté. Mais je ne parle pas du contenu de la politique sur lequel on peut avoir des appréciations diverses. Mais c'est un homme de caractère, c'est un homme de détermination. Il l'a montré dans son accession à la présidence de la République. Et je pense qu'il a l'audace et le courage pour franchir ce moment difficile. Il a votre confiance? Disons que son style d'action me plaît. Moi, j'aime les responsables politiques qui vont de l'avant, qui bâtissent, construisent. Alors, on peut ne pas être d'accord. Par exemple, je suis en désaccord complet avec la politique fiscale. Oui, avec la suppression notamment de l'impôt sur la fortune, pour les biens mobiliers. Et même d'autres mesures d'exonération qui vont coûter très cher au budget de l'État, alors que nous avons besoin de ressources pour mener des actions publiques dans le domaine de la santé, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des quartiers populaires. Bon, donc je suis loin d'être en accord avec tout ce qui est fait.
Il y a des bonnes choses, la politique internationale est excellente, l'éducation nationale progresse, il y a quelques dossiers dans lesquels la France avance. Et son style me paraît un style, bon, c'est le sien, il a une énergie, une audace, mais simplement, il a pu donner le sentiment d'être un peu lointain. Un peu isolé. Un peu isolé, bon, et je pense qu'il est assez intelligent pour en tirer enseignement. Il a besoin d'hommes d'expérience et de femmes d'expérience autour de lui. C'est une des questions qui se posent, en effet. Vous pourriez rentrer au gouvernement ? Écoutez, j'ai accompli mon office, j'ai été 12 ans ministre de la République, et j'ai eu la chance surtout de pouvoir bénéficier de moyens d'exception. Et de la... non. Non. Il y a un remaniement. On peut rendre service autrement. Ce que je fais comme président de l'Institut du monde arabe contribue à, je dirais, à la politique internationale de la France dans ses relations avec le monde arabe. Par exemple, dans quelques jours, le président Macron viendra inaugurer l'exposition sur les grands sites millénaires qui ont été abîmés par Daesh, Palmyre, Alep, Mossoul. Ça commence quand, ça ? Et ça commence dans les prochains jours. Il l'inaugurera le 16 octobre, en présence du prince héritier des Émirats arabes unis. Donc ça contribue beaucoup, Lima, à faciliter les relations avec d'autres pays. Vous qui connaissez bien l'exercice du pouvoir, quel profil doit avoir le ministre de l'Intérieur qui va succéder à Gérard Collomb ? Il faut un homme, faut pas nécessairement être un spécialiste. Vous avez des noms ? Non, j'ai aucun nom. Il faut que ça soit un technicien ou un politique ? Il vaudrait mieux que ce soit un politique, vous savez. Vous ne pouvez pas remplacer la... Il y en a ? Il y en a sûrement. Un bon exemple a été Bernard Cazeneuve. D'accord. Cazeneuve a été un remarquable ministre de l'Intérieur. Il était à la fois technicien, homme politique et surtout homme intelligent. Jacques Lang, vous êtes toujours membre du Parti Socialiste ? Toujours par fidélité. Est-ce qu'il a un avenir, ce parti ? J'ai ma carte de membre du parti à Boulogne-sur-Mer, mon ancienne circonscription. Je crois à la fidélité. Oui. Il a un avenir, ce parti ? En tant que tel, pas nécessairement. L'idée socialiste demeure une belle idée. L'idée de changements profonds, de changements sociaux, l'idée d'émancipation, d'égalité demeure une exigence. D'ailleurs, on la ressent en ce moment, elle est exprimée sous diverses formes. Alors il faudra faire preuve d'imagination et d'audace pour inventer une expression politique qui réponde à ce désir d'émancipation et d'égalité. Olivier Faure est le bon profil pour être le premier secrétaire du parti ? Vous avez voté pour lui ? Non. Non. Vous avez voté pour qui ? Non, je n'ai pas voté d'ailleurs. Vous n'avez pas voté. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il renaisse de ses cendres, ce parti ? Ça peut se faire dans le cadre du Parti Socialiste, mais ça peut se faire en ouvrant, en imaginant d'autres formes. Ça risque d'être une longue marche. Mais n'oublions pas que François Mitterrand, il lui a fallu une vingtaine d'années pour reconstruire un Parti Socialiste qui était en très mauvaise posture. L'épinébis, c'est possible. Ça prendrait d'autres formes. Enfin, on ne peut pas rééditer les choses. D'accord. On ne peut pas se singer ou non, je pense qu'il faut faire preuve d'une plus grande imagination. On est avec Jack Lang et on continue avec Jack Lang, à qui nous allons poser vos questions, chers internautes, avec Jérémy Pontieux qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Lang. Bonjour Jérémy. J'avais une première question de Charles qui nous demandait ce que vous pensiez du départ de Bruno Julliard de la mairie de Paris. Premier adjoint au maire de Paris. Oui, c'est bien. Bon, moi, j'aime bien Bruno Julliard, c'est un garçon intelligent et fin et qui a mené de bonnes actions à de différentes époques. Bon, c'est son appréciation personnelle. On ne veut pas me mêler des affaires de la ville de Paris. Autre question de Kevin qui se demandait comment il est possible aujourd'hui de renouer la confiance des politiques avec les Français, puisque par les affaires successives, ils se sont retrouvés, c'est ce qu'il nous dit, dégoûtés en quelque sorte de la politique. Il se demandait comment renouer le lien avec eux. Il y a vraiment... Ça s'est distendu avec les Français, oui. Oui, en même temps, vous le voyez, quand il y a une échéance importante, les gens se mobilisent, se passionnent, suivent les émissions politiques. Nous sommes un peuple assez contradictoire sur ce plan. À la fois, il y a des réactions de colère, d'éructation, de rejet, et en même temps, une vraie passion politique. Et c'est ça qui donne espoir, quand même. On est un peuple schizophrène, un peu.
Un peu. Ouais. Mais ce qui donne espoir, c'est que précisément, les citoyens français aiment la politique entendue au sens de l'art de gouverner la cité. Et ils sont réfractaires aux réformes ou pas, comme le pense le président? Mais tout dépend comment on les présente. Je pense que il faut un peu de doigté, un peu de finesse, de la détermination, bien sûr, de la conviction à coup sûr. Et en même temps, finalement, on peut être d'accord ou pas d'accord. Il a réussi à faire passer ses lois sur le travail. Notamment. Il a réussi à faire passer ses lois sur la SNCF. En fait, on peut être d'accord ou pas d'accord. C'est une autre question. Et de ce point de vue-là, rendons hommage à sa méthode. Sur la question du rapport Berger servant de base aux discussions sur la future loi audiovisuelle, on y trouve notamment la proposition de redevance télévisuelle pour tous, qu'Almaviva, lui, juge fumeuse. Que pensez-vous, vous, de cette proposition? Donc, effectivement, proposer la redevance à ceux qui n'ont pas le téléviseur. C'est possible de réformer l'audiovisuel public en France? Bon, je me méfie beaucoup. C'est un sujet que vous connaissez bien. Je me méfie beaucoup de ce type de loi. À une époque, il fallait absolument le faire. Nous l'avons fait en 82 pour libérer l'audiovisuel des tutelles de l'État. Faut-il une réforme? Souvent, c'est plus le choix des personnes qui est déterminant. Et par rapport à votre question, non, il n'est pas absurde, je crois que Mme Nyssen l'a proposé, il n'est pas absurde, alors que se multiplient les écrans, les vôtres, qu'il y ait occasion à verser une redevance. Je ne trouve pas l'idée absurde. Alors le Premier ministre s'y oppose pour l'heure, mais je pense que le débat doit rester ouvert. Madame Nyssen, qui est votre successeur, lointain, mais votre successeur, quel jugement portez-vous sur son action? C'est une femme. Elle est très critiquée. Hein. Oui, abusivement. Là encore, si vous voulez, je trouve que moi j'aime le débat. Moi, j'ai connu des polémiques intenses sur tous les sujets, je ne les redoute pas. Mais parfois, les choses virent un peu à l'acharnement. En ce moment, contre le président Macron, c'était naguère le cas contre le président Hollande, jour et nuit. Et là, on s'attaque à Françoise Nyssen abusivement. C'est une femme de grande qualité morale et intellectuelle. Elle a, avec son père, créé une grande maison d'édition. Elle a pris quelques bonnes mesures, déjà, comme ministre de la Culture, pour la protection des droits des auteurs, en particulier. Bon, alors, elle a commis peut-être des erreurs, mais j'ai plus l'âme d'un avocat que d'un procureur. D'accord. Sur la question de l'apprentissage de l'arabe à l'école, Jean-Michel Blanquer lui avait proposé justement de le développer. Il avait questionné la façon dont cette langue s'apprend, et puis Poneik nous demande pourquoi cette langue plutôt qu'une autre. Évidemment, le sujet vous concerne. Que pensez-vous, vous, de cette proposition de le développer encore plus à l'école? C'est pas pourquoi cette langue plutôt qu'une autre. La question c'est oui ou non. Est-on pour un système qui encourage le plurilinguisme? Moi, j'avais adopté un plan très volontaire en faveur du plurilinguisme, et en particulier prévoyant l'enseignement précoce dès le CP, les élèves ayant le choix entre 5 ou 6 langues, dont pas seulement l'anglais, mais l'allemand aussi, qui est en recul, l'arabe aussi, l'italien, le chinois. Donc la question, on ne la pose pas pour la langue chinoise, la question, on ne la pose pas pour la langue espagnole. Pourquoi on la pose pour l'arabe alors? Parce que vous savez très bien que derrière ce débat, il y a, ce faux débat malmené, il y a des préventions à l'égard ou de l'islam ou du monde arabe. Alors que l'arabe est la 5e langue pratiquée dans le monde. C'est une langue universelle. C'est une langue qui a été un pont historique entre la culture ancienne, je veux dire, grecque et latine, et le monde moderne. Nous avons connu les mathématiciens de l'Antiquité par la langue arabe. Nous avons connu les philosophes par la langue arabe. Et je pense que si on n'assure pas dans l'enseignement public, il faut dire à ces personnes qui font ce procès, au nom soi-disant, je ne sais quoi d'ailleurs, il faut leur dire, si l'enseignement de l'arabe n'est pas assuré par la puissance publique, alors ce sont des cercles islamistes. Ce sont qui s'en emparent et qui, sous couvert d'enseigner l'arabe, inculquent une idéologie fanatique. En qualité de président de l'IMA, justement, de l'Institut du monde arabe, vous avez une responsabilité dans ce point. Absolument, et d'ailleurs, l'enseignement de l'arabe est assuré à l'IMA. Oui. Il est reconnu comme étant de grande qualité. Nous allons mettre au point un système unique de certification internationale des différentes compétences, comme ça existe pour l'anglais. Et de ce point de vue, la France va être à l'origine d'une reconnaissance de l'arabe comme grande langue internationale. Dernière question. N'oublions pas, excusez-moi, je dirais à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, que c'est François Ier qui, en créant le Collège de France, avait prévu que l'enseignement se ferait dans 3 langues, le grec ancien, bravo, l'hébreu,
naturellement à l'époque, et l'arabe. Dernière question inévitable de Jérôme qui nous demande si vous avez une chanson fétiche de Charles Aznavour, une chanson que vous garderiez. Plus qu'une autre. C'est celle qui a été chantée ce matin, à la fin de la cérémonie. Emmenez-nous. 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 C'était tellement beau ce matin, tellement émouvant. Vous êtes du voyage d'Erevan ou pas? Malheureusement pas. Malheureusement pas, mais je serai mentalement du voyage. Et je suis heureux que ce centre que Charles avait imaginé et financé soit inauguré par Emmanuel Macron et par le président arménien. Un grand symbole. Merci Jack Lang, merci de vos questions. Merci à vous autres internautes d'avoir posé vos questions à Jack Lang. Et puis merci à Jérémy Pontieux qui s'en est fait l'interprète. Et puis à lundi pour de nouvelles aventures.